Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement du Club Santé du Gourmet Végétarien, dans lequel j'aimerais vous parler des informations nutritionnelles qui proviennent d'organismes officiels rattachés à l'État et de la confiance qu'il convient ou non de leur prêter. Comme vous le savez, je suis ni médecin ni nutritionniste, mais en conformité avec vos vœux, j'ai entrepris de manière plus systématique que par le passé de rechercher et mettre à votre disposition des informations fiables sur la nutrition. Je vais prendre comme point de départ de cette réflexion des informations qui sont diffusées sur le site français Manger et Bouger, sur Internet, à la télévision, et ce qui suit, je m'empresse de le dire, vous concerne même si vous vivez au Canada, en Belgique, en Suisse ou en tout autre pays. Parce que nous allons aborder des notions simples qui s'appliquent quel que soit l'endroit où nous vivons et qui doivent nous amener à toujours analyser avec la plus grande attention les informations que nous recevons qui ont trait à des sujets aussi importants que notre santé. En France, il existe un programme national Nutrition Santé, le PNNS, qui est en relation avec l'Institut national de prévention et d'éducation par la santé, l'INPES. Il s'agit d'un plan de santé publique qui vise à améliorer l'état de santé de la population en agissant sur la nutrition. Alors, qu'est-ce que la nutrition ? C'est l'équilibre entre les apports liés à l'alimentation d'une part et les dépenses occasionnées par l'activité physique d'autre part. En application des directives du PNNS, le site mangerbouger.fr met à notre disposition des informations contenues dans des fiches téléchargeables à une adresse que je vous rappelle au pied de cet enregistrement. Alors, dans le but de vous aider à protéger votre santé, et la mienne au passage, j'ai pris le temps de télécharger puis de lire en détail l'ensemble de ces fiches dont la synthèse se résume en 9 repères, chaque repère étant le titre d'une des fiches. Le 1, les fruits et légumes au moins 5 par jour. Le 2, les produits laitiers 3 par jour, 3 ou 4 pour les enfants ou les adolescents. Le 3, les féculents à chaque repas et selon l'appétit. Le 4, viande, poisson, œufs 1 à 2 fois par jour. Le 5, matières grasses à limiter. Le 6, produits sucrés à limiter. Le 7, sel à limiter. Le 8, eau à volonté pendant et entre les repas. Et enfin le 9, activité physique, au moins l'équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour pour les adultes, au moins 1 heure pour les enfants et les adolescents. Comme je vous le disais, j'ai donc lu de manière détaillée ces fiches. Elles ont du bon, comme le fait de nous recommander de faire de l'exercice physique, de manger des fruits et des légumes, de ne pas abuser du sel. Ça, nous le savons tous, mais ce n'est jamais mauvais de le rappeler. Par ailleurs, il y a d'autres recommandations contenues dans ces fiches qui ont un petit peu appelé mon attention, qui m'ont un peu alerté, et fidèle à une méthodologie qui m'est chère, j'ai voulu les corroborer avec ce que nous indiquent d'autres sources sérieuses. En général, quand je m'intéresse à un sujet, je recherche des informations publiées dans des langues et des pays différents. C'est un moyen pour moi, lorsqu'il s'agit de sujets relativement controversés, de me faire une idée assez complète et objective de la réalité. En matière de nutrition, j'ai pu reconnaître à de nombreuses reprises le sérieux et la fiabilité des informations de la Harvard School of Public Health, qui est aux États-Unis et qui est rattachée à la célèbre université de Harvard. Donc dans ces quelques chapitres du site Manger Bouger que je vais reprendre pour vous, je vais me baser fondamentalement sur l'état de la recherche actuelle à Harvard. Alors, parmi les 9 repères, ceux que j'ai choisis spécialement pour vous comprennent tout d'abord les féculents. Cette recommandation sur les féculents à chaque repas et selon l'appétit. Est-ce que ça doit vraiment être ça, à chaque repas et selon l'appétit ? Sous cette rubrique se retrouvent 3 types d'aliments. Le pain et les autres aliments céréaliers comme le riz, semoule, pâtes, blé, boulgour, maïs. Les légumes secs et les légumineuses, ça comprend les haricots blancs, rouges, lentilles, flageolets, fèves, pois chiches, et les pommes de terre. Mais sous ce terme de féculents, cette fiche regroupe des aliments à l'apport nutritionnel très différents comme les lentilles et le pain blanc. Il est dit en préambule que les féculents nous apportent des glucides complexes fournissant l'énergie qui se libère progressivement dans le corps. Mais on sait aujourd'hui que cette distinction chimique sucre simple, sucre complexe est dépassée en matière de nutrition. En effet, l'amidon du pain blanc, par exemple, bien que ce soit un sucre complexe, est transformé rapidement par l'organisme en sucre dans le sang, presque aussi vite que le glucose. Il en est de même pour la pomme de terre. Elle fait monter en flèche le taux de sucre dans le sang en provoquant une libération massive d'insuline.
même si par ailleurs elle apporte aussi quelques fibres et des vitamines. Alors sur le plan nutritionnel, plutôt que cette distinction sucre simple, sucre complexe, il est plus judicieux de considérer l'indice de glycémie. Cet indice mesure l'élévation de la glycémie, le taux de glucose dans le sang, pendant les 2 heures qui suivent l'ingestion d'un aliment. On peut ainsi apprécier le pouvoir glycémiant des différents aliments. Plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, plus le taux de glucose s'élève fortement dans le sang après sa digestion. Cela provoque aussitôt une forte sécrétion d'insuline, dont le rôle est de faire baisser le taux de sucre dans le sang, et vous l'aurez deviné, le taux de sucre baissant rapidement, la faim augmente et avec elle le risque de prise de poids. Alors, il y aurait même une notion un peu plus précise qui est celle de la charge glycémique, mais je ne vais pas encombrer votre esprit avec ça pour l'instant. Ce qui est important, c'est de retenir que pour notre santé, si on veut éviter d'accroître les risques de maladies de cœur, de diabète ou de surpoids, il faut privilégier les aliments à charge glycémique basse ou moyenne, et éviter ceux à charge glycémique élevée. Or, le pain blanc et les pommes de terre ne rentrent pas du tout dans cette catégorie d'aliments qui protègent notre santé. Alors pourquoi la fiche de Manger Bouger nous invite-t-elle à leur consommation quotidienne? Un autre des repères de Manger Bouger consiste dans la recommandation de manger des produits laitiers 3 fois par jour. Les produits laitiers sont la principale source de calcium, nous dit la fiche, mais en fait le calcium peut également être trouvé dans les légumes verts à feuilles sombres, comme le chou frisé et le chou vert, dans les haricots secs, les légumineuses, les amandes. Mais revenons au laitage. La fiche n'aborde pas les risques qui sont liés à une surconsommation de laitage. Or, une consommation élevée de laitage provoque une acidification de l'organisme qui utilise alors son propre calcium, dont une partie provient des os, pour tamponner, c'est-à-dire pour réduire cette acidité. Donc, consommer trop de laitage, ça peut parfois aboutir à l'inverse de ce que l'on recherche. S'il y a certes un apport initial de calcium, ça se traduit au final par une réduction du calcium biodisponible pour l'organisme. Bien sûr, il est évident que le calcium joue un rôle important dans le renforcement des os, mais ce rôle intervient en conjonction avec d'autres facteurs, comme l'exercice physique, et particulièrement les exercices où le poids de notre corps est supporté, comme l'obtention suffisante de vitamine D au travers de l'alimentation, de l'exposition au soleil ou de la prise de suppléments, l'ingestion suffisante de vitamine K, les légumes à feuilles vertes. Mais les études démontrent qu'il n'y a pas de lien entre des apports en calcium élevés et une réduction du risque d'ostéoporose. Il n'y a pas non plus d'évidence que le fait de consommer plus d'un verre de lait par jour, ajouté à un régime équilibré, réduise le risque de fracture. En revanche, il est démontré qu'une forte consommation de laitage, dans la mesure où la plupart d'entre eux sont riches en graisses saturées, peut augmenter le risque de maladie de cœur. Également au niveau des risques de cancer des ovaires et de la prostate, quelques études lieraient une augmentation de ces risques à une forte consommation de laitage de calcium. Donc finalement, 3 produits laitiers par jour. C'est peut-être beaucoup, et la fiche ne met pas du tout en garde contre les inconvénients liés à une consommation élevée. S'agit-il en priorité de soutenir l'industrie laitière ou de promouvoir notre santé? Examinons maintenant une autre des recommandations de ces fiches. Selon l'une d'elles, la viande ou le poisson ou les œufs, c'est 1 à 2 fois par jour. Varier les plaisirs, viande rouge, viande blanche. Il y a toutefois une restriction qui nous dit la consommation de viande en excès pourrait à long terme favoriser l'apparition de maladies. 100 à 150 grammes par jour sont donc suffisants. Veillez également à consommer davantage les viandes les moins grasses. Alors ces quantités sont en fait énormes quand on se réfère aux sources scientifiques, encore ici la Harvard School of Public Health, et l'allusion de la fiche aux inconvénients d'une forte consommation de viande est vraiment très vague. Nulle part les dangers dus à l'excès de protéines, maladies cardiovasculaires, problèmes rénaux, ne sont mentionnés directement. Or en général, dans le monde occidental d'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus à redouter un excès de protéines qu'une carence en protéines. Et un des problèmes de la viande rouge, outre les hormones, ce sont toutes les graisses saturées qui viennent avec ces protéines, le packaging comme le disent les Américains. La recherche montre de manière indéniable que les personnes qui en mangent même de petites quantités ont un risque plus élevé de développer un cancer du côlon, des maladies de cœur, du diabète et un plus fort risque d'en mourir. Pour les personnes qui veulent pas se passer de viande rouge, la Harvard School recommande de ne pas dépasser 100 grammes au maximum 2 fois par semaine. Il faut en outre éviter les viandes transformées, comme les charcuteries qui sont encore plus néfastes en raison du sel qu'elles contiennent. Voilà, donc il semble que notre fiche soit bien discrète sur les inconvénients liés à la consommation de viande rouge. Serait-ce parce que l'industrie bovine est très puissante? Le dernier élément sur lequel j'aimerais appeler votre attention concerne la recommandation d'une des fiches de limiter la consommation de matières grasses.
Alors il est temps d'en finir avec ce mythe, car s'il a pu donner parfois quelques résultats ponctuels, la population globale des États-Unis consomme moins de graisse que dans les années 60, et pourtant le nombre d'obèses a beaucoup augmenté ainsi que les cas de diabète. Pourquoi cela? La recherche à Harvard, en bonne partie, s'est penchée sur cette question et a démontré que plus que la quantité, c'est le type de graisse qui est important, ainsi que la quantité totale de calories. Donc, réduire les graisses, ne pas en abuser certes, mais surtout se préoccuper de choisir les graisses. À ce niveau, les graisses saturées, celles qui sont contenues dans les fromages, les laitages, les produits à base de viande, ont globalement un effet néfaste sur la santé, tandis que les graisses monoinsaturées, comme l'huile d'olive, d'arachide, de colza, les avocats, les fruits à coque, et les huiles polyinsaturées, comme l'huile de tournesol, de maïs, de lin, sont bénéfiques. Or, en recommandant à la population de réduire la consommation globale en graisse, eh bien les personnes réduisent leur ingestion en mauvaise graisse, mais aussi en bonne graisse. Et il y a encore une mention particulière dans cette fiche au sujet des graisses trans, celles qui proviennent des graisses ou des huiles hydrogénées. La fiche nous dit timidement qu'il faut en réduire notre consommation, car leur consommation en excès favorise les maladies cardiovasculaires. En réalité, il faut les éviter à tout prix, car même leur consommation modérée produit des effets très néfastes sur la santé. Il a été démontré à Harvard qu'à chaque augmentation de 2% de nos calories quotidiennes en provenance de graisses trans, le risque coronaire augmente de 23%, et cela parmi d'autres inconvénients tout aussi sérieux comme la résistance à l'insuline que provoquent ces graisses trans. Donc il faut éviter les graisses trans, ne pas se satisfaire d'en consommer peu, mais chercher à les éviter, et pour cela bien lire les étiquettes et exiger zéro graisse trans. Enfin, cet objectif erroné de simplement réduire la quantité de graisse, au lieu de bien les choisir, s'accompagne généralement d'un transfert de la consommation, et un transfert de la consommation vers des hydrates de carbone facilement assimilables, comme le pain blanc, le riz blanc, les pommes de terre. Ici, on nous les recommande directement, les boissons sucrées. Et tout cela, ça fait monter les taux d'insuline et de sucre dans le sang. Cette surconsommation de glucides rapides au fil du temps augmente considérablement les risques de maladies de cœur et de diabète. Voilà donc, parmi ces 4 points que j'ai évoqués, que j'ai comparés aux informations scientifiques pour vous, elles nous sont présentées comme étant protectrices de la santé, alors qu'il apparaît grandement sur des points fondamentaux que soit elles pèchent par ignorance, est-ce que c'est possible, ou elles obéissent à des pressions politico-économiques qui font passer la santé à l'arrière-plan. En effet, vous vous en doutez, ces recommandations influent sur comment d'énormes quantités d'argent sont dépensées chaque année. Et même un changement mineur peut affecter ou aider l'industrie alimentaire, et peut aussi avoir un impact substantiel sur la santé de la population. Elles font globalement l'apologie d'un régime pauvre en graisse et riche en glucides, typique des décades précédentes dont on sait pleinement aujourd'hui que ce régime est dangereux pour la santé. En revanche, il y a un régime riche en graisse, en bonne graisse, qui est le régime méditerranéen, dont on sait très bien qu'il est excellent pour la santé. Alors dans toutes ces recommandations, toutes ces informations de sources officielles, c'est difficile de s'orienter. Que faire si vous voulez savoir comment protéger votre santé au travers de votre alimentation? En conclusion, je vous recommande de ne pas faire pleinement confiance à ces recommandations officielles, mais plutôt de rechercher des sources d'informations fiables et indépendantes sur ces sujets. Pour ma part, je m'efforcerai de relayer vers vous l'essentiel de ce que les bases scientifiques de la nutrition à l'heure actuelle recommandent pour préserver ce capital qui nous est cher, la santé. Voilà, merci d'avoir suivi cet enregistrement du Club Santé du Gourmet Végétarien. Merci pour votre attention et à bientôt.